Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup Sylvain pour cette introduction et ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler d'éco-spiritualité. Alors, en effet, ça va être un peu une introduction pour penser à la fois la crise écologique actuelle, comprendre ce qui se passe et voir en quoi cette approche spirituelle peut changer un peu notre regard sur le monde. Alors, c'est spirituel, mais c'est aussi philosophique ici. Enfin, je me rends compte que je reste fondamentalement un philosophe. Mais voilà, on va commencer. Donc, je vais parler environ, voilà, une petite heure, quelque chose par là. Et puis après, je reçois volontiers vos questions. Alors, pardon, je pensais que mon clavier fonctionnait et puis j'ai un tout petit problème. Je suis navré. Voilà. Et donc, je voulais vous dire un peu d'où je parlais. Normalement, donc, je suis père de famille, mais je suis aussi professeur en éthique et spiritualité à l'Université de Montréal. Et donc, comme chercheur, je suis très impliqué dans ma recherche. On pourrait dire que je suis un praticien réflexif. C'est-à-dire que j'essaye de penser en homme d'action et j'essaye d'agir en homme de pensée dans ma vie depuis très longtemps. Et donc ici, ce soir, je vais surtout non pas tant être quelqu'un qui pense en homme d'action, mais quelqu'un qui, on va le dire avec foi et spiritualité, qui prie également. Quelqu'un qui vit de l'intérieur ces enjeux écologiques et éco-spirituels. Donc c'est pour ça que j'écris, mon approche sera un peu, enfin j'ai dit témoignage, j'exagère un peu avec ce que je vous ai préparé ce soir, mais j'aimerais que le ton soit moins universitaire et plus dans le partage d'idées. Et donc, comme objectif, bah, ce ne sera pas une histoire, une généalogie de la pensée éco-spirituelle. Je vais pas faire un regard, je vais pas proposer un regard sociologique sur les manifestations ou autre, mais je vais vraiment en rester à cette crise écologique, essayer de la comprendre sous l'angle du spirituel et sous l'angle philosophique. Et puis, à partir de là, essayer de voir un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette éco-spiritualité dont on parle? Pour éventuellement, enfin, je dis éventuellement, mais c'est pas pour éventuellement, pour changer ce regard intérieur que nous avons sur le monde. Donc, j'ai divisé en trois parties cette présentation. La première sera assez courte, la deuxième sera assez longue, et la troisième, qui est quand même très intéressante pour nous ce soir, je pensais la faire un peu plus courte, mais au vu du public et puis sans doute vos intérêts, je vais essayer de ramasser un peu ce qu'on appelle ce changement de regard, qui est vraiment au cœur de la philosophie, et pour aller plus dans cette dimension personnelle, intérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? Parce que quand même, c'est ça qui est en jeu. Donc pour commencer, vous connaissez l'état du monde actuel, il ne va pas bien. Et donc on dit qu'il y a des nouvelles spiritualités, ce qu'on a appelé donc des éco-spiritualités pour se réconcilier avec la Terre. Et donc là, vous avez en arrière-plan cet article du Monde, mais qui approche l'éco-spiritualité de manière très contemporaine, en disant oui, c'est retrouver divers rituels de connexion à la nature qui s'inspirent de pratiques ancestrales ou un peu ésotériques et qui sont mises de l'avant. Et donc c'est vrai, aujourd'hui avec l'éco-spiritualité, on dit ça. Mais déjà, pour commencer, l'éco-spiritualité, on peut dire qu'elle arrive dans notre modernité, disons, occidentale du Nord, surtout déjà au 19e siècle, devant l'industrialisation. Vous avez ici une image de Witness à la fin du 19e siècle. Ici, c'est une autre image qui montre donc toutes ces usines et comment on abîme finalement cette nature qu'on voudrait flamboyante. Donc là, c'est la Hudson School qui propose
ces paysages juste magnifiques, colossaux, où, oh là là, on dirait que l'humain pourrait être réconcilié avec la nature. Et donc, déjà au 19e siècle, on posait ces questions. Mais donc, pour rester sur cette question, je ne veux pas faire trop de généalogie, mais je veux juste vous donner deux, trois éléments. L'éco-spiritualité, elle est déjà foncièrement présente dans les traditions autochtones, chez certaines figures traditionnelles religieuses. On a une oblate franciscaine avec nous. François d'Assise est un excellent exemple de figure éco-spirituelle. Mais d'autres traditions religieuses moins liées à des peuples autochtones, comme les Jains, sont aussi éminemment éco-spirituels. Vous les voyez là, ces sœurs, enfin ces moniales, avec leurs petits masques pour pas avaler ou pour pas faire du mal à tout type de petits insectes qui pourraient être au niveau de la bouche. Et puis, on le voit pas très bien sur la photo, mais plusieurs moniales Jain se promènent avec un balai pour faire attention à ne pas écraser les différents insectes qu'on pourrait pas voir sur le sol. Donc, c'est vous dire que l'approche éco-spirituelle, je viens juste dans 2 secondes, qu'est-ce que c'est que l'éco-spiritualité finalement, mais l'approche éco-spirituelle existe depuis très très longtemps. Et puis voilà, je m'adresse à une population, enfin à plusieurs la majorité d'entre vous, je crois, vous êtes chrétiens, voire catholiques. Et donc, on parle aussi d'écologisation des traditions religieuses. Et donc, j'aime bien cette approche d'abord de Aurélie Chaunet qui dit, ah, finalement, l'éco-spiritualité, c'est une spiritualisation de l'écologie et une écologisation de la spiritualité donc, ou des traditions religieuses. Donc voilà, Laudato Si, typiquement, comment l'Église catholique va répondre à la crise écologique. Et donc, le pape François avait écrit cette encyclique en 2015, Laudato Si, pour réfléchir à cet enjeu. Mais donc, il y a aussi une écologisation du spirituel quand on voit juste avant ces approches alternatives de l'éco-spiritualité. Donc là, on est sur le premier versant. En revanche, je dis deux versants, mais j'aimerais en nommer un troisième qui est lié à cette émergence de l'éco-spiritualité en modernité. Et là, voilà, là, je suis un peu tout de suite en train de glisser dans mon côté universitaire, mais c'est juste pour vous dire que notre modernité, elle est marquée par une philosophie néolibérale, extractiviste, consumériste, productiviste et croissanciste. Elle est technocratique, elle est matérialiste, elle est individualiste. Et contre cette approche-là du monde, l'éco-spiritualité essaye de dégager une sorte de critique politique de oui, euh, euh, de cette modernité finalement. Il y a aussi, qu'est-ce qui a mené, qu'est-ce qui a fait émerger l'éco-spiritualité, la sécularisation, la délégitimation des institutions religieuses, la question de la postmodernité, la quête de sens avec la disparition des grands récits, le fait que voilà, on détruise, on vandalise la planète. Et puis, fondamentalement, et je vais y revenir plus tard, mais on est dans une crise du lien éminemment sérieuse et c'est là où j'aimerais, enfin je vous le dis tout de suite, mais c'est là où je pense qu'il y a énormément à faire au niveau spirituel. Comment repenser le lien, la relation, la reliance de manière spirituelle? Comment habiter nos relations autrement? Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner un premier contexte pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce mot éco-spiritualité de manière très large, donc pas de manière uniquement chrétienne. Je voulais vraiment vous donner un petit panorama comme ça pour ensuite entrer sur la planète et venir, quand on dit la planète, voilà, elle est d'une beauté fragile et fascinante. Vous connaissez peut-être cette photo
une des premières photos de l'espace en 1968 avec la mission Apollon 8, où on s'est rendu compte, voilà, nous sommes tous et toutes sur une seule planète. Et donc ce sentiment aussi d'être tout petit, où suis-je sur cette planète? Oh là 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 là, je suis là-bas en bas. Et mon existence est tellement, tellement infime. Il y a là aussi quelque chose d'éminemment spirituel, d'entrer dans cette humilité. Et puis de se rendre compte que notre habitat est fragile. Que faire devant un habitat fragile? Évidemment, d'en prendre soin. Mais notre monde, il est beau et en même temps, il est fascinant de son côté, comment on va dire, on est dans une période de l'histoire de la planète qui est inouïe. Je vous explique. Vous avez ici, je ne sais pas si est-ce que ma flèche se voit sur l'écran? Oui, elle est Oui. petite, mais on la voit quand même. Elle est un petit peu petite. Bon, je voulais juste vous montrer le tunnel ici avec la révolution agriculturelle qui a commencé un peu avant 10 000 ans de notre ère. Et vous voyez ici, c'est la température. Il y a énormément d'oscillations. Mais on était là à la dernière glaciation il y a 20 000 ans et on est monté de seulement 4 degrés. En 4 degrés, ça nous a permis de vivre une période où on peut vraiment, bon, on pouvait faire de l'agriculture avant, mais c'est dans cette période-ci où l'humain s'est vraiment développé en se sédentarisant. Vous savez, bon, ce réchauffement climatique, imaginez plus 2,7 degrés, ce que ça peut vouloir dire quand c'est moins 4, mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est moins 4? C'est pas beaucoup. À l'échelle de la planète, moins 4 degrés, ça donne ça. Vous le saviez sans doute, ou peut-être pas, mais l'Amérique du Nord était remplie de glaciers il y a 20 000 ans. Et tellement remplie de glaciers que quand la température s'est réchauffée de 4 degrés, on avait une belle mer de Champlain ici qui s'est amenuisée. Mais cette mer de Champlain, par exemple, on a pu retrouver un beluga ici à Saint-Félix-de-Valois. Et donc les coquillages nous disent à peu près la frontière de cette grande mer de Champlain il y a 8 000, 10 000 ans. Pour vous donner une autre idée, Montréal était bah, sous les mers à ce moment-là, il y a 13 000 ans. Après que le- les glaciers aient fondu. Et vous voyez ici, au niveau de la transformation des biomes après la dernière glaciation, l'Europe aussi, le nord de l'Europe est extrêmement, extrêmement froid. Ici, chez nous aussi, en Amérique du Nord. Et donc, la végétation est tranquillement remontée pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire à quel point il y a une fragilité dans euh, dans cet état climatique dans lequel on est. Et enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais après le dernier maximum glaciaire, le couvert forestier s'est retrouvé très réduit. La forêt amazonienne était divisée en deux et elle était parcourue par une vaste savane. Et maintenant, ben, voilà, les choses ont changé et c'est assez, ouais, voilà le mot que je cherchais, extraordinaire, dans le sens, je disais inouï tout à l'heure, comment ça se fait qu'on soit arrivé à cet état-là de la planète? On pense qu'elle a toujours été comme ça, mais c'est très récent dans l'histoire géologique de notre globe terrestre qu'on ait cette végétation comme on la connaît. Et nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'anthropocène. Ça, c'est par exemple un lieu où il n'y a pas d'humains et vous rajoutez les humains dessus, ça donne ça. Et donc là, je vais très vite parce que je ne veux pas trop vous décourager, mais on parle de grande accélération. Et avec cette grande accélération, euh, est-ce que vous voyez toujours bien l'écran? Oui. On est revenu en fait, la À première la page est en première train de page, hein? couvrir, elle est en train de Oui, couvrir, oui, 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 oui. Je comprends pas pourquoi elle vient d'apparaître et c'est pour ça que oui. je me suis inquiété. Si je ferme la fenêtre. Ah!
Je suis désolé, petit problème technique, on va y revenir tout de suite. Non, c'est bizarre. Je suis navré avec ça, euh, mais ça me permet de vous voir et de vous saluer un petit peu, un petit peu plus. Je reviens à donc le partage d'écran ici, en arrière-plan, partager Microsoft, et voilà. Et donc, j'ai eu une mini hésitation, mais on va rester comme ça, même si je ne vous vois pas. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, Juste avancer, avance un peu. On est, ah, voilà, ok. là, c'est Bien. bon. Là, oui, encore un. Je sais, je voulais rester là, revenir à cette Ok, diapositive, j'ai fait c'est bon. exprès, pour vous montrer donc à quel point nous sommes ben, chanceux, à quel point il y a quelque chose d'extraordinaire à être dans cette période géologique-là qui nous a permis à nous les humains d'habiter sur cette terre. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on est revenu au début à nouveau? Oui. Oui. C'est incroyable ce bug technique. Lorraine, Lorraine veut poser une question peut-être? Je n'ai rien. Je n'ai aucune image. Je vois tous les participants en haut. Le reste, c'est noir. Je n'ai aucune image. J'entends la voix, c'est tout. C'est bien Hmm. dommage ça d'avoir aucune image. Lorraine, je te suggère de sortir et de nous revenir. D'accord. Je vais faire ça. Et moi, je pense que je vais changer ma manière de faire pour rester avec vous. Mais non, ça va pas marcher si je fais ça. Ah là là, je suis navré pour ces problèmes techniques. Euh, Parce que là, ça fait juste 2 fois qu'on le fait. Diaporama. Est-ce que c'est bon là? Oui, Bon, c'est bon. j'espère que ça va pas nous lâcher. Donc, on va continuer. J'en étais à l'Anthropocène. Et avec cet Anthropocène, vous expliquez la grande accélération, mais je ne veux vraiment pas rester dessus. C'est juste nous, les humains, avec notre développement socio-économique, on exerce un poids énorme sur la planète. Et l'évolution du système Terre, pareil, connaît une évolution très, très forte, donc en accélération, qui fait que les limites planétaires sont une à une dépassées. Je vous donne plus d'explications. Ici, on avait 3 limites planétaires seulement en 2009. On est rendu à 7 limites planétaires dépassées en 2025. Donc, les temps sont très difficiles actuellement pour la planète Terre et pour ses habitants, évidemment. Et donc, voilà, quelqu'un comme Pablo Servigne et Raphaël Stevens vont parler de cette jauge presque vide. On est dans une voiture et il y a presque plus de carburant, la direction est bloquée, l'accélérateur est collé au plancher et puis on est déjà sorti de route. Et tellement on va pas dans la bonne direction. Et je sais, vous avez eu peut-être vent de Davos, donc on parle de risques. Et voilà, je veux pas euh, trop m'étendre là-dessus, mais dans les 2 ans, les risques, c'est géoéconomique, mais la désinformation, la polarisation sociale, les événements climatiques extrêmes.
Ça, c'est sur 2 ans et c'est souvent ça qu'on imagine comme étant le plus grave. Mais sur 10 ans, on voit bien que les premiers enjeux sont climatiques et écologiques. Et donc, on est un peu dans cette situation. Les scientifiques recommandent de limiter l'exploitation des ressources de la planète. Et puis l'autre qui dit, mais ça fait 20 ans que j'entends ce discours et il ne s'est toujours rien passé. Et à quel moment ça peut basculer? C'est inquiétant. Je vous fais pas, on pourrait parler éco-anxiété et tout ça, je vous parle pas de tout ça. La question pour nous ce soir, c'est, mais quelle réponse politico-spirituelle on peut donner à ça? Comment on peut répondre à ce contexte extrêmement quand même anxiogène? Et donc, la première réponse, enfin, Gandhi parlait de non et oui. Donc, la première réponse, non, c'est résister, c'est s'interposer, c'est s'engager dans la militance. Et il y en a beaucoup de jeunes notamment qui le font. Et puis, il y a une deuxième option qui est construire, alimenter les alternatives. Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau pour éviter? Mais il existe une troisième option qui permet de mieux penser le rôle de la spiritualité devant cette crise écologique. Cette troisième option, c'est le travail intérieur, spirituel. Comment je peux changer de regard et d'attitude sur le monde pour moi-même devenir le changement que je veux voir advenir dans le monde. Et comment avec ça, j'ai écrit se régénérer, comment avec ça trouver une certaine paix, trouver une certaine force d'engagement également. Parce que avec ce que je vous ai présenté de la crise écologique actuelle, au début, on se dit, ben, le problème, il est quoi? Il est technique, il est économique, il est politique. Mais en fait, il est surtout philosophique et spirituel. Pape François, dans son encyclique Laudato Si, parlait de cette crise spirituelle de l'humanité. Bon, Benoît XVI, Jean-Paul II parlaient aussi de crise spirituelle. On est dans une vraie crise à ne plus exactement trouver quel sens donner. Mais surtout, on est dans une crise du vivre ensemble, à comment être ensemble avec des spiritualités différentes, avec des regards sur le monde, des visions du monde différentes. Et donc pour ça, j'aime beaucoup ce graphique également de Ken Wilber qui montre qu'il y a l'intérieur, l'extérieur, l'individuel, le collectif. Le spirituel dont je vous parle ce soir, il se situe ici, au niveau intérieur. À la fois moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer mes états mentaux, mes croyances, ma conscience, mes intentions, mes émotions, mais aussi comment on peut changer la culture, nos imaginaires collectifs, nos systèmes de valeurs, nos normes. Quand je vous disais au tout début, avec la modernité, on est dans un système néolibéral ou dans un système extractiviste, consumériste, individualiste, matérialiste, technocratique. Ces valeurs-là abîment le vivant et nous abîment nous-mêmes. Et donc, c'est surtout là où je me place ce soir pour, encore une fois ici, vous expliquer le rôle de l'éco-spiritualité par rapport à d'autres manières de répondre à ces questions écologiques ou par rapport à d'autres formes de spiritualité qui n'intègrent pas la dimension écologique. Bon, c'est quoi le spirituel? Moi, j'aime bien dire, mais c'est encore en évolution, mais que le spirituel, c'est d'abord des pratiques, des expériences du sujet pour rendre le réel intelligible, vivable. Quel sens je donne au monde? Et quel sens je donne à ma vie? Et donc, comment retrouver ma raison d'être? En fonction d'un souhaitable, non pas simplement pour moi, parce que des fois on dit le spirituel c'est très égocentrique sur soi-même et le religieux ce serait plus collectif. Non, non, non. Le spirituel et surtout l'éco-spiritualité, c'est très aussi euh, lié à un au-delà de soi. Qu'est-ce que c'est que cette vie bonne pour le monde? Et comment moi je peux m'engager pour favoriser cette vie bonne? Euh,
j'aime bien donner, j'hésitais à vous le dire maintenant ou plus tard, mais je vais le dire maintenant. J'aime bien donner en exemple cette expression qu'on a de manière euh, euh, assez commune. Plutôt mourir que. Je préfère mourir que. Mais c'est tellement une phrase fondamentale. Pourquoi? Pourquoi suis-je prêt à mourir? On est là, au sens profond de la spiritualité. Quelles sont mes valeurs, mes croyances qui peuvent me dire, non, là, je préfère sacrifier ma vie, je préfère mourir moi-même que de laisser ça passer. On pourra en revenir tout à l'heure. Mais donc le spirituel, on va jusque-là. Voilà, et puis en brun tout en bas, j'ajoute simplement que ce spirituel ou ces spiritualités, elles s'inscrivent toujours dans la singularité d'un contexte, à la fois politique, social, culturel. Mais là, c'est mon côté encore universitaire. On va passer à la deuxième partie, et c'est bien ça qui m'embêtait là. Bon, on a eu des problèmes techniques aussi, mais je vois que le temps file. Comment changer le logiciel et derrière, comment se déprogrammer. Parce que le problème, c'est que on pense la nature comme étant un lieu de ressources qu'on peut comme ça utiliser et exploiter, et on appelle ça du progrès. Mais quand on détruit un chef-d'œuvre, là, c'est du vandalisme. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire que détruire des forêts, c'est aussi une forme de vandalisme? Alors, je saute quelques slides pour mieux avancer. J'aime bien, quand j'étais petit, je regardais les voitures. Et en marchant à 8, 10 ans, je regardais la carrosserie et puis sans même regarder la marque de la voiture ou son modèle, j'étais capable de repérer. Ah, c'est une Volvo, c'est une Porsche, c'est une BMW, c'est une Mercedes. Et j'étais assez fier de moi de pouvoir les repérer juste par leur allure. Mais est-ce qu'on est capable de repérer les arbres par leurs feuilles? Moi, j'avoue très sincèrement, j'apprends aujourd'hui à mieux me familiariser. Mais c'est un exemple pour vous montrer à quel point on est déconnecté du vivant aujourd'hui. Et moi, comme enfant, on m'a pas encouragé à reconnaître les différents arbres que je croisais dans la rue. On m'a encouragé à regarder les voitures. On a les films qui nous racontent ça. Ici, le cinquième élément, Blade Runner, Matrix. Montrez-moi ici les plantes, le végétal, les animaux. On se représente le futur comme si on était capable de vivre sans le vivant. Et ça va tellement loin aujourd'hui que du coup, on a tellement construit qu'entre le ciment, le béton, les briques, tout ce qui est minéral, les scientifiques calculent qu'aujourd'hui, il y a plus de minéral, donc fabriqué par l'humain, que de végétal sur l'ensemble de la croûte terrestre. C'est quand même incroyable, non? Et après, je porte juste votre attention ici, le plastique. Il y a plus de plastique dans le monde que d'animaux. La déforestation sur l'île de Bornéo, par exemple, on pourrait prendre l'Amazonie, mais Bornéo est moins connu. Voilà, 1950, magnifique île, toute recouverte de forêt. 2020, voilà ce qu'il en reste. Et donc, ça va tellement mal, mais on est tellement dans cet imaginaire qu'on peut vivre sans le végétal et sans le vivant, que si ça va mal ici, on ira sur Mars. Et là, on a SpaceX d'Elon Musk qui nous vend leur ville sur Mars. Et regardez, on a des gens ici qui regardent pardon, une fusée décoller. Ici, c'est l'habitation en 5 L et puis sans doute des lieux enfin, je ne sais pas du tout, je ne vais pas m'aventurer. Mais on a vécu le confinement avec la pandémie. Vous imaginez le confinement sur la planète Mars? Vous imaginez ce que c'est que vivre
30, 40, 50 ans sur une planète où il n'y a pas de végétaux, où je ne peux pas, moi, sortir, parce que là, c'est pas comme en Arizona. Je ne peux pas m'amuser là à me balader un peu autour, et puis je reviens à la base. Si je veux pas sortir, j'ai besoin de costumes. Je peux jamais être à l'air libre sur Mars. Donc, c'est pour essayer de vous faire saisir ici à quel point notre déconnexion est profonde et que des scientifiques, donc des gens normalement rationnels, puissent imaginer que l'humain puisse être heureux sur une planète comme Mars. C'est absolument loufoque. J'aimerais bien y revenir tout à l'heure, mais voilà. Et donc, se couper du vivant ou au contraire, revenir au vivant, parce que on a aussi des études, et là, il y a des nouvelles études encore récentes qui viennent de sortir. Euh, on parle de Nature Deficit Disorder. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je ne suis pas assez en contact avec le vivant, la nature, que ce soit les plantes, les animaux et tout, euh, je, je, je suis mal moi-même. Et je pense que une des causes de cette crise spirituelle ou de cette crise de la relation aussi, c'est une crise de cette déconnexion avec le vivant. Et donc, à l'inverse, les bains de forêt, de revenir dans des parcs, de se reconnecter à la nature, on a plein d'études qui montrent à quel point ça procure d'énormes bienfaits. Mais je rentre pas là-dedans maintenant. Donc ça, c'était premier point sur cette déconnexion. Le deuxième, sur lequel on n'est aussi pas conscient, c'est que, d'accord, on va se reconnecter, mais l'humain, anthropocentrisme, va rester au centre. C'est l'humain qui est le plus important. Regardez ces deux images, je les trouve magnifiques. Et si ce n'était pas le chevreuil qui traversait la route, mais la route qui traversait la forêt? Je répète, non pas le chevreuil qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt. Comment ça change notre regard? Et ces fameux extraterrestres, est-ce qu'ils sont vraiment forcément intéressés par les humains s'ils viennent sur Terre? On est vraiment dans cet imaginaire quand, avec les dauphins, on a ce titre c'était en Europe, des dauphins perturbent une finale de championnat de jet ski. Évidemment, ce sont les dauphins qui embêtent ces gens sur leur jet ski plutôt que de penser que nous, les humains, avec nos jet skis, on embête l'habitat naturel des dauphins. C'est ça l'anthropocentrisme. Après, aujourd'hui, on est mal. Moi, j'ai habité en Suisse de nombreuses années. Le loup revient tranquillement dans les Alpes. Et donc, on a peur pour les troupeaux. Et donc, comment cohabiter avec des animaux comme le loup? Et en Haute-Marne aussi, au-dessus de Dijon, en France, voilà, le loup a fait quelques ravages, mais qu'est-ce qu'il peut manger, le loup, quand tout, tout l'espace, tout le territoire est monopolisé par l'humain? Comment cohabiter? Alors, on tente des choses. Là, voilà, c'était pour vous dire, on a des orignaux, chevreuils, ours, 18 collisions par jour au Québec impliquant de grands animaux, 18 par jour. Mais vous avez ici, c'est Alexandre Baudouin notamment qui est derrière ces corridors écologiques d'Arlington à Montréal, qui travaille avec la ville de Montréal, avec l'Université de Montréal, pour créer un corridor ici, végétal, qui permet à des animaux comme les renards, et je pense aussi les coyotes et d'autres, de circuler dans cette ville complètement monopolisée par l'humain. Et pareil, on a ces projets de passage au-dessus des autoroutes ou en dessous. Et donc, on a un lynx ici, des serpents et tout, pour permettre à ces animaux de passer, parce qu'une autoroute, c'est comme une énorme frontière. C'est très dangereux, vous le savez, de traverser une autoroute. Et donc,
on commence à cohabiter. Cet anthropocentrisme, il vient d'une chose, et puis là, j'aimerais bien arrêter le partage, mais bon, je ne le ferai pas, je vais avancer rapidement. On parle de néo-darwinisme parce que il y a une grande question. Qui pense que nous descendons du singe? Et donc, plutôt que de regarder combien de mains sont levées, posez-vous la question. Est-ce que je pense que l'humain descend du singe? Je vous laisse y répondre intérieurement, réfléchir un peu. Oui, sans doute. Bah, c'est ce qu'on a appris à l'école. C'est ce que j'ai un peu appris à l'école quand même. Et donc, on avait un peu cet imaginaire-là, l'arbre de la vie, qui monte, qui monte, qui monte. Et qu'est-ce qu'il a donné de plus excellent? L'humain. Mais ça nous vient d'Aristote, hein? Aristote mettait l'humain tout en haut de la pyramide du vivant. Et donc, on reste avec ce genre d'imagerie un peu plus contemporaine, mais on est toujours à mettre l'humain en haut. En réalité, toutes ces espèces sont aussi évoluées les unes que les autres selon leur propre lieu, habitat naturel. Moi, je ne pourrais pas vivre dans un étang comme une grenouille ou dans la mer comme une baleine. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'anthropocentrisme nous fait penser que nous sommes les plus importants dans l'évolution. Et quand même, on pourrait revenir aussi avec la Genèse, l'humain est très central. On va y revenir quand même. Mais juste pour mini note, mais je trouve intéressant. euh, on est sur les premiers mammifères sont issus enfin je sais, j'ai pas un bon vocabulaire pour tout ça, mais la vie était d'abord dans l'eau et puis ensuite sortie de l'eau, mais il y en a qui sont retournés dans l'eau parmi les mammifères et donc qui a donné des baleines et des dauphins aujourd'hui. Et donc c'est pas comme si être hors de l'eau était meilleur que dans l'eau. Je vais quand même toujours avancer pour arriver à cette question donc que je posais à l'instant. Quel rôle pour l'humain au sein du cosmos? Est-ce qu'on reste dans cette vision très moderne et parfois aussi chrétienne où on met l'humain en haut? Ici, on parle d'écocentrisme avec l'humain avec les autres, ou théocentrisme proposé par certains théologiens, où les humains seraient un peu au service des gérants, des stewards, des intendants. C'est exactement les questions qu'on doit se poser. Mais donc, gérer, servir, célébrer, participer. Mais au-delà de ces centrismes, la question, c'est surtout sortir de ce centrisme et repenser la relation. Parce que tous les vivants, toutes les espèces sont des agents transformateurs de leur milieu. On contribue ou on perturbe. Mais les deux, les humains ont cette fonction, mais les castors aussi, les abeilles aussi, si on avait plus si les lombrics aussi. Et donc, chaque espèce a aussi là un, un rôle particulier, unique à jouer. Et en m'inspirant des peuples autochtones, les rituels sont nécessaires aussi pour assurer l'équilibre du monde. Et donc, dans quelle mesure on ne serait pas, nous aussi, appelés à être ce médiateur entre la nature et le divin, comme disait Grégoire de Nazianze. Faire ce pont entre le ciel et la terre, ce point de rencontre. Mais qu'est-ce que c'est, ce point de rencontre? C'est une énorme question. Mais voilà, d'en rester à une vision un peu managériale de la création en disant, voilà, nous sommes les intendants, je pense qu'on perd quelque chose au niveau spirituel en ne prenant pas en compte la dimension de la célébration, la dimension de, 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 de la louange, par exemple, de la gratitude envers cette création.
Je vais passer vite sur cette marchandisation, vous avez compris, mais c'était le troisième point après donc cette déconnexion et cet anthropocentrisme. Cette marchandisation est absolument funeste pour le vivant. Et, et juste pour vous donner une mini exemple, donc il y a 10 000 ans, il y avait seulement 3 ou 4% d'humains sur Terre et 96% de grands mammifères en proportion. Aujourd'hui, les humains sont 36%, 4% d'animaux sauvages. Et qu'est-ce que c'est le 60%? Ce qu'on appelle le bétail, entre les vaches, les, les cochons et autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, là, pour rester sur le spirituel, on se déshumanise en déshumanisant les autres espèces vivantes. Vous avez ce genre d'image d'abattoir qui montre à quel point on n'a aucun respect pour la vie autre qu'humaine parfois. Et donc le grand défi n'est pas d'habiter le monde spirituellement, mais de cohabiter ensemble. J'aime beaucoup cette phrase, cette citation de Baptiste Morisot. Donc le problème de notre crise écologique systémique, s'il veut être compris, c'est un problème d'habitat. Et donc habiter, c'est toujours cohabiter, parmi d'autres formes de vie. Parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. Et on oublie donc de réaliser que nous sommes dans cette interdépendance foncière, fondamentale. Je reçois ma vie du vivant. Avec ce que je vous montrais tout à l'heure sur le minéral et tout, on pense qu'on peut vivre sans le vivant, mais c'est absolument faux. L'air que je respire est un air purifié par les plantes. L'eau que je bois est une eau qui est purifiée à la fois par les organismes et par, au niveau géologique, voilà comment, enfin, l'eau va entrer dans la terre, elle va être purifiée et va ressortir en eau de source. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais c'est pour réaliser à quel point je suis dépendant du vivant. Et comment, du coup, dans ma spiritualité, je devrais toujours me comprendre en interdépendance. Et typiquement, sur le plan toujours spirituel, je rajoute quelques éléments ici parce que je vois trop le temps filer. Comment, quand je mange, je peux me rendre compte de tout, que tous ces aliments viennent réellement de la terre, mais réellement de la terre, pas simplement merci monsieur le paysan ou merci madame la boulangère. Comment, voilà, cette nourriture vient de cette toile de la vie, est générée par cette toile de la vie. Et donc, comme antidote à cette chosification, revenir à la relation. Je vous parle ici rapidement, mais de Martin Buber, qui a écrit en allemand, Ich und du, mais donc je et tu, j'accède à qui je suis par le type de relation entretenue. Si je suis dans une relation marchande, dans une relation même simplement transactionnelle, je chosifie l'autre, mais en chosifiant l'autre, je me chosifie moi-même. Je ne suis plus vraiment sujet. Et pareil, c'est dans cette relation qu'est générée la vie. La vie elle-même est générée, oui, par la relation. Et donc, habiter notre terre, c'est être en relation avec les vivants. Le quatrième et dernier point ici, c'était simplement pour vous interpeller sur le bien-être. Donc voilà, se penser indépendant de la toile du vivant comme ici, c'est une pure croyance. Et on a différentes manières de penser notre rapport au vivant. Il y a l'anthropocentrisme que je vous ai présenté. Il y a l'écocentrisme ici. Il y a le multicentrisme. Il y a le biocentrisme. Mais comme je vous disais, au-delà de ce centrisme, comment
rester dans la relation. Euh, et quelle valeur oriente ces relations? J'étais tombé sur Internet sur cette image, le village du Père Noël, voilà, de belles usines, les lutins qui travaillent et le traîneau du Père Noël. Et littéralement, pour Noël, quand je donne des cadeaux à mes enfants, je ne peux pas m'empêcher à cette chaîne de production-là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et le bonheur, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a par exemple ces bateaux énormissimes qui font miroiter une forme de bonheur. Mais est-ce- qu'est-ce que le bonheur finalement? Et qu'est-ce qu'une vie réussie? Et on nous présente comme ça les personnes les plus riches dans le monde. Mais il y a d'autres manières de penser le bonheur. Donc ici, on est sur un plan cognitif ou sur un plan affectif. Et quand on insiste sur les affects positifs, bah, tout d'un coup, c'est plus la Finlande, le Danemark, la Suisse, l'Islande qui sont les premiers, mais Panama, Salvador, Sénégal, Honduras, Paraguay. Parce que avec cette question, durant la journée d'hier, avez-vous beaucoup souri, éprouvé du plaisir, appris ou fait quelque chose d'intéressant? Nous, en Occident, je vous le disais en introduction, on est encore avec notre PIB. Produire, 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 consommer, consommer, consommer. Ça fait très longtemps que en spiritualité, évidemment, on est critique de ce matérialisme. Mais ici, on voit à quel point ce matérialisme et cette consommation, c'est une consommation de la planète. C'est une consommation de notre propre habitat. Et donc voilà, j'en arrivais à aller de l'avant. J'espère que ça va fonctionner, oui. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. Pierre Rabhi a cette belle image du colibri qui fait sa part en prenant sa petite goutte d'eau et en allant essayer d'éteindre le feu. Et ça donne du sens à la vie du colibri. Et personnellement, j'y crois. Mais on ne peut pas complètement rester simplement sur le colibri quand on sait que il y a d'énormes dragons qui continuent de cracher du feu. C'est pas comme si c'était une forêt qui brûle et qu'il y avait plus de dragons qui se baladaient. Non, euh, ce feu, il est constamment régénéré par nos systèmes de production actuels. Et donc, comment vivre dans un monde comme celui-là? Sur un plan un petit peu catastrophiste, trois compagnons ici écrivent un livre, Une autre fin du monde est possible, mais surtout le sous-titre, Vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. Vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un effondrement? Alors là, peut-être pas. Mais en tous les cas, vivre ces crises et comment les traverser autrement que euh, simplement dans une frayeur ou dans une impuissance qui nous paralyse complètement. Et donc pour ça, voilà, on propose de changer de regard, considérer l'être en entier, pas seulement la tête, mais le cœur, les mains, et voir comment nos émotions peuvent nous aider. J'y arrive dans quelques instants. Euh, voilà, et puis passer du pouvoir sur au pouvoir avec. Et être conscient que je ne suis pas seul. Mon identité, elle est personnelle, mais je ne suis pas seul. Il y a le vivant et il y a une communauté autour de moi qui peut aussi m'aider à penser le monde. Euh, je vais juste un petit peu avancer. Et donc, d'abord, ressentir. Ressentir le malheur, la misère du monde. Donc, les émotions difficiles. Oui, voilà, le journal The Guardian a interrogé 380 top climate scientists. Ah, je me sens désespéré, brisé, on est des fous, je m'inquiète pour le futur de mes enfants.
Et donc, on le sait, là, c'est le baromètre d'Action climatique du Québec. Les effets de l'éco-anxiété sont énormes. Mais je vais pas trop développer là-dessus. L'important, c'est de voir ces émotions, comment les reconnaître. Moi, je suis dans un milieu universitaire où malheureusement, très souvent encore, on nous dit au nom de la science, au nom de l'objectivité, au nom d'une tête froide, qu'il faut mettre les émotions de côté. Et je pense que ça fait partie de nos erreurs. Comment rembobiner les choses et dire plutôt, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ces émotions? Comment je peux me laisser habiter par mes émotions et par là trouver un mouvement? Parce que vous saurez, dans le changement, il y a quatre composantes. La vision, les ressources, l'action, mais l'énergie. Et s'émouvoir donne de l'élan. Je le répète, s'émouvoir donne de l'élan. La colère, si elle est bien entendue, si elle est bien vécue intérieurement, c'est un désir de justice. On se met en colère contre les injustices. Et c'est bon. Jésus au temple s'est mis en colère. La tristesse, c'est un signe d'amour, d'attachement. Je suis triste quand quelqu'un disparaît, quand il y a une rupture. Cette rupture, elle est le signe par à l'envers de cet attachement, de de cette proximité. Et donc on le voit, émouvoir, c'est se mettre en mouvement, emotion. Et donc euh, je vous parle des émotions difficiles, mais il y a aussi les émotions positives. Qu'est-ce qui me met en joie finalement? Et là, il y a un travail spirituel important encore. Qu'est-ce que je peux faire en moi comme discernement pour trouver ce qui à la fois me correspond dans mes valeurs, dans mes croyances, et qui peut contribuer au monde? Et là encore, ne pas rester juste avec la tête, mais entrer dans les émotions pour avancer. Deuxième élément, se risquer. Mais là, je vais aller vite. Je vois qu'il est déjà 20 heures et puis, bon, on a commencé un peu plus tard, mais se risquer, donc, au vu des bouleversements actuels, quel sens je peux donner à mon existence? J'aime, euh, j'ai réalisé récemment que dans trois livres, trois témoignages de personnes qui ont vécu la Shoah et qui étaient dans les camps de concentration, leur remarque à tous les trois, maintenant j'arrive plus à me souvenir des trois, il y avait Étienne Soum, j'ai déjà oublié le nom de Lévy, et puis le troisième, si c'est un homme, Primo Lévy, et puis le Viktor troisième, Frankl. merci beaucoup, Frankel, exactement. Les trois insistent sur donner un sens à la vie pour apprendre à donner un sens à ma vie. Et cette articulation-là, si je ne vois plus de sens à donner à la vie, évidemment que j'arriverai pas à donner de sens à ma vie. Mais en donnant un sens à la vie, après, je peux me poser la question, et moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer? Et donc retrouver mon désir, retrouver et identifier mes freins et me risquer. C'est ce qu'une écoféministe américaine appelle l'espérance active. Et donc, c'est pas simplement un espoir de se dire oui, quelque chose va changer, Dieu va nous sauver ou je ne sais pas quoi. C'est de se demander comment je peux faire en sorte, qu'est-ce que je peux faire pour faire advenir ce que je tiens comme espoir en moi. Et donc, c'est un peu la phrase de Václav Havel aussi, l'espérance n'est pas la conviction que quelque chose se passera bien, ça peut mal se passer,
mais la certitude que quelque chose a du sens indépendamment de la façon dont cela se termine. Ça vaut la peine d'essayer dans la mesure où je suis convaincu de ce sens-là. C'est dans ce sens-là où je dis aussi se risquer. Et là, voilà, la question de la conscience serait intéressante à explorer. Et finalement, donc, agir. Mais là, agir comment? Parce que, je le rappelle, il y a ces crises systémiques, politiques qui sont extrêmement pesantes. Un des antidotes à ça pour moi, c'est sortir de cet imaginaire du Superman. J'aimerais bien rajouter une image de Superman ou enfin super-héros, en pensant que tout repose sur mes propres épaules. Je ne sauverai pas le monde. Je peux contribuer à ce qu'il aille un peu moins mal, voire à ce qu'il aille un peu mieux. Mais moi, je ne peux pas simplement sauver le monde. Et donc, la question est, qu'est-ce que je peux faire quand même? Et on remarque aujourd'hui, il y a des avantages, mais il y a des coûts au militantisme. Certains disent, oui, mais vas-y, il faut s'engager absolument, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Attention à cet affairisme. Mais oui, de s'engager quelque part, je disais risquer juste avant, c'est fondamental. Après, il y a des actions systémiques, mais l'enjeu le plus fort, c'est, enfin, je trouve qu'il est assez bien résumé dans cette petite, euh, c'est pas une caricature, mais cette petite BD. Qui voudrait vivre dans un monde meilleur et plus harmonieux? Bah, tout le monde. Qui est disposé à abandonner ce modèle de surconsommation pour consommer moins et consommer mieux? Oh oh, beaucoup plus difficile. Typiquement, on avait en Suisse encore ce livre, Le peuple des frileux. Comment la chaleur, pardon, c'est des auteurs français, mais comment la chaleur est devenue un réflexe de confort dans les ménages. Et vous voyez ici, bah, la voiture prend énormément de place dans notre manière de nous déplacer. La viande, on est dans un régime carné extrêmement fort. Et bref, il y a toutes ces démarches-là, revenir à d'autres manières de se déplacer ou d'autres manières de manger. Vous remarquerez ici que qu'est-ce qui a un impact moindre sur l'environnement? C'est les fruits et légumes, les légumineuses, le pain, comme ça. Et la viande, ici, la viande rouge tout en haut, ici, le fromage, tout ce qui est encore carné, c'est extrêmement... l'impact est très, très fort. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais ces micro-gestes, ils sont importants. Je veux surtout pas les minimiser. Mais pour moi, c'est pas forcément les plus fondamentaux à faire. Là où je pense qu'on peut vraiment, vraiment changer, mais là, c'est, voilà, je reste dans l'éco-spiritualité et c'est avec ça que je vais finir maintenant, c'est révérer le vivant. Comment, et j'aime bien ce mot, en fait, je le retrouve aujourd'hui, révérer. Comment voilà, cette question de la louange dont je parlais, cette question de la prière, de s'émerveiller, de la célébration, c'est une manière aussi d'être en lien avec ce vivant et c'est une manière qui nous transforme dans notre manière d'être après au quotidien. La méditation est un acte politique. Ralentir, ce n'est pas être dans ce productivisme ou ce consumérisme. Retourner au centre, en son temple intérieur, c'est s'unifier soi-même. Et derrière, c'est de pouvoir dire à Dieu le Père, me voici. Et dire ce me voici, c'est aussi, bon, cultiver son jardin intérieur, mais c'est aussi simplement nous permettre de discerner la route et d'arriver à faire des choix qui donnent la vie. Là, ici, bon, l'image de Dieu, enfin, de Dieu le Père comme vigneron qui aide à émonder. euh, voilà, c'est ici que je voulais arriver. Retrouver cette flamme intérieure, cette paix, cette joie tranquille, parce que on a aussi tendance à l'oublier. Cette paix, cette joie tranquille,
elles sont déjà là en nous. C'est pas à venir, c'est comment me désencombrer pour donner de la place, pour me reconnecter à cette paix, à cette joie tranquille. Et derrière, recevoir ce monde, j'utilise des grands mots, mais j'y crois, recevoir ce monde comme un don. Pas simplement, voilà, je vous ai montré des images difficiles de comment on abîme le monde, mais si j'arrive à me déprogrammer dans cette consommation, à me reprogrammer dans cette manière de penser le monde comme un don, comme un lieu d'émerveillement, peut-être que je vais plus consommer, je vais plus polluer, je vais plus jeter de la même manière. Mais donc ce travail intérieur de se dépolluer et de se désencombrer a un impact aussi direct sur le reste. Et en même temps, derrière, on reste dans cette célébration qui nous permettent de rester reliés à ce qui nous grandit, ce qui nous épanouit. Et donc voilà, en se changeant soi-même, on change le monde et méditation ou la prière silencieuse restent des gestes politiques. Et donc voilà, la gratitude, l'émerveillement, je voulais juste rester ici. Ah non, zut, je pensais terminer. J'avais oublié que je vous avais ajouté un dernier point. Donc voilà, cette gratitude devant ce monde qui est juste merveilleux. Là, c'est des photos que j'ai faites en randonnée en Suisse. Mais voilà, on pourra discuter peut-être des vertus. J'entrerai pas ici, mais les vertus sont générées par cette éco-spiritualité qui reste fondamentale pour permettre à renouveler, enfin à renouveler, à répondre aux catastrophes dans le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.